Globalement, que pensez-vous des systèmes de santé mis en place par les États pour favoriser l'accès aux soins? Oui. Les États ont fait des efforts, ne fût-ce qu'au niveau de la conception, y penser déjà, c'est un pas en avant. Mais le problème principal, c'est que ces États, chaque État a fait chez soi son modèle et ils n'ont pas essayé de consulter là où ils ont bien avancé. On regarde chez celui qui a fait des avancées, qui a fait des succès et non pas recommencer à zéro quelque chose qu'on ne maîtrise pas. On voit bien qu'il y a la volonté d'aller, notamment, c'est surtout le problème, ça a été souligné, le problème de financement, le problème aussi de personnes qualifiées. Le coût en soi, quand c'est mutualisé, le coût peut être moindre. On peut prendre un exemple du Rwanda où la population est couverte à 100%. 100%, la population est soignée avec une certaine couverture, une cotisation de toute la population sans exclusion et tout le monde est soigné. C'est un coût qui n'est pas énorme par personne. On peut évaluer, par exemple, une personne, si au niveau de la population, il y a une cotisation en moyenne des gens qui ont des bas revenus, pour les gens qui ont des bas revenus, autour de entre 7 et 10 euros par mois. C'est une bonne somme, la population peut être soignée. Donc, il faut partir de ce côté au niveau financement et aussi au niveau de la formation. On ne peut pas penser à un système de santé de tout le monde. Si on veut soigner tout le monde, il y aura beaucoup de gens qui arrivent sur le marché des soins parce qu'il y a d'autres qui recouraient aux sorciers, aux traditionnalistes, donc qui font la médecine traditionnelle. Et il pourrait y avoir beaucoup de gens, donc il faut ouvrir beaucoup de centres de santé, avoir beaucoup d'infirmiers et aussi du matériel. Il faudra que les États subventionnent dans un premier temps. Vous avez souligné l'exemple du Rwanda. Comment expliquer que cet exemple ne soit pas suivi ailleurs? Parce que chaque État fonctionne de façon autonome, sans regarder ce qui se passe ailleurs. Ils ne font pas faire des états des lieux, aller voir comment les autres ont fait pour avancer, pour mettre en place ces systèmes de santé. Et on s'aperçoit que l'Afrique, quand même, c'est l'un des continents où les dépenses de santé sont les plus faibles. Et d'après les statistiques, en 2002, par exemple, les dépenses moyennes de santé par habitant en Afrique étaient de 30 euros, alors qu'en Asie, elle est de 60 et en Amérique latine, elle est de 3 000 euros. Donc il y a un problème aussi de budget, en fait, de financement. On revient toujours... Justement, dans le reportage, on a entendu un intervenant prôner un autre mode de financement pour plus d'efficacité. Lequel imaginer, par exemple? Moi, je pense que le secteur informel regroupe entre 60 et 70% de la population. Et ce secteur doit être associé à ces assurances maladie universelles parce que certains de ces marchands de l'informel ont de grands moyens et peuvent contribuer. Mais l'État, à travers une volonté politique forte, doit investir plus pour pouvoir améliorer l'offre de soins et faire en sorte que la bonne gestion de ces assurances maladie universelles puisse permettre de prendre en compte les besoins de la population. Et aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a une certaine légèreté, manque de rigueur dans la gestion des soins, dans la gestion des structures. Quand vous allez dans les centres confessionnels en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, parce que c'est géré par des privés, parce que c'est géré par des religieux, vous voyez une affluence de la population qui a confiance en ces structures, parce que ces structures sont bien gérées, parce que dans ces structures, il y a la propriété, il y a
du personnel disponible et du personnel mieux payé. Donc si dans le secteur public, le médecin, la sage-femme, l'infirmière ou l'aide-soignante n'est pas bien payé, dès qu'ils ont une occasion pour partir parce qu'ils doivent être mieux payés, ils sont partis. Donc il y a vraiment un professionnalisme qui doit faire preuve de rigueur, mais ça commence déjà par l'État qui doit se dire la santé c'est aussi important que l'éducation et faire en sorte que ça puisse évoluer vers une offre de soins de qualité sans pénaliser le patient, parce que une intervention chirurgicale dans un hôpital rénové en brousse va coûter plus cher dès que des travaux sont faits, l'équipement est amélioré, etc. Mais il faut donc faire une réévaluation des coûts des actes médicaux. Juliette Chunbou, y a-t-il un problème dans le recrutement ou la formation des médecins spécialisés? Il n'y a pas de problème dans la formation en tant que telle, mais je pense que les limites se trouvent essentiellement dans la formation continue, la mise à niveau régulière, le développement des compétences, l'évaluation des compétences de façon continue. Mais la formation en elle-même, elle est assez bien faite. Vous êtes présidente de l'Association des médecins africains de France. Quelles sont, en règle générale, les raisons qu'ils évoquent pour quitter l'Afrique et venir exercer en Europe? Ils quittent l'Afrique à cause des insuffisances des infrastructures. Le matériel n'est pas renouvelé et les salaires sont très bas. Et les conditions de travail, ils ne sont pas satisfaits de l'offre qu'ils fournissent aux patients au quotidien parce qu'il manque de moyens. Et c'est pour ça en fait qu'il y a un exode des médecins. Et avec de meilleures conditions à la fois salariales et financières, est-ce que vous pensez qu'ils pourraient retourner aider leurs confrères sur place? Je suis convaincue. Je suis tout à fait convaincue que si on améliore les conditions de travail, les conditions d'accès aux soins en Afrique, les médecins africains qui sont en France retourneront en Afrique. Est-ce qu'il y a des gouvernements, par exemple, qui sollicitent ce type d'association pour inviter les médecins africains en France, par exemple, à venir aider ceux qui sont sur place? Oui, il y a des actions actuelles, mais ce sont des actions ponctuelles. Qu'on fait de façon ponctuelle, un groupe de médecins qui va faire des consultations sur place, mais après ils s'en vont. Donc après il n'y a pas de suivi derrière, mais il y a des actions ponctuelles. Denis da Princesa Okour-Potin, vous êtes président de l'ONG Action Plus Sida Santé. Comment les populations sur place sont-elles sensibilisées à ce propos? Est-ce qu'il y a une prise en charge particulière pour ces personnes? Bon, nous essayons de nous battre pour que les équipes sur les sites de prise en charge des patients puissent avoir un plateau technique assez correct, une formation continue qui permettra à ces soignants de pouvoir bien soigner, bien accueillir les patients, parce que l'accueil aussi a une place de choix que beaucoup de soignants perdent de vue parfois. Et les pays comme le Gabon ont décidé d'améliorer les conditions de rémunération de leur personnel, de financer complètement l'assurance maladie et tout. C'est vrai qu'ils ont peut-être plus de moyens, mais sans volonté politique, cela n'aurait pas pu se réaliser. Au Sénégal, l'État a encouragé la création des mutuelles de santé qui vont après être regroupées dans un régime général d'assurance maladie. Et ça fonctionne. Donc les tentatives au Togo, au Bénin et ailleurs pour essayer de créer cette assurance maladie de façon à permettre une meilleure prise en charge des patients passe forcément par l'association des communautés à cette prise en charge.
Parce qu'aujourd'hui, l'État n'a pas les moyens de recruter à l'infini parce qu'il n'y a pas le budget qu'il faut. Donc, il y a des communautaires qui viennent sur les sites et qui assurent le continuum de soins. Et ces communautaires reçoivent des formations et après participent avec l'équipe de prise en charge médicale à l'accompagnement et au suivi des patients. Et ces communautaires-là doivent avoir un statut. Et c'est là où l'État a du mal à s'engager pour trouver les moyens de régulariser ces corps de métier nouveaux qui pourtant apportent une réponse à l'éducation, à la prévention et à une bonne prise en charge des patients. En parlant justement d'accompagnement, Gratien, selon vous, est-ce que certaines tranches de la population devraient bénéficier gratuitement de ces systèmes de santé? Oui, il y a des populations qui sont vulnérables, des tranches qui sont vulnérables. On peut parler notamment des enfants de moins de 7 ans. En général, c'est l'âge encore, ils sont plus maladifs, plus sensibles. Et surtout, les femmes qui sont enceintes et aussi les personnes qui ont des maladies comme le sida ou d'autres maladies qui sont qui prennent beaucoup de moyens. Il faudrait vraiment protéger ces populations, à défaut d'avoir la couverture universelle maladie, qu'il y ait au moins une couverture pratiquement qui est décidée au niveau de toute l'Afrique pour ces tranches de population. Ce serait une sorte de protection aussi de l'avenir. On protège les enfants, on protège les femmes qui sont enceintes. C'est vraiment l'avenir de l'Afrique. Merci, messieurs, dames. Voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. À Madagascar, le président Eradona Rimampianine affiche son autorité. Ce jeudi, il a mis fin au mandat de la Haute Cour constitutionnelle expiré depuis 2010, mais maintenu en raison de la crise politique. André Antil, analyste politique, souligne l'importance des concertations pour la nomination du Premier ministre. Et puis, commémoration du génocide rwandais, des manifestations sont prévues du 7 avril au 19 juillet prochain. À quelques semaines du coup d'envoi, Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, a lancé un appel à la communauté internationale. Objectif, tirer les leçons de ces événements qui ont fait plus de 800 000 victimes. Denis Daconcé-Sao Courpotin, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Sandra. À très vite. Nous marquons une nouvelle courte pause à suivre notre volet économique. À tout de suite. Si ces informations vous ont été utiles, aimez, partagez et abonnez-vous à Global Santé Actu. Ici, nous parlons de santé, prévention, nutrition, hygiène, bien-être et éducation sanitaire, pour vous aider à mieux comprendre votre corps et à protéger votre santé au quotidien. Activez la cloche pour ne rien manquer. Prenez soin de vous, votre santé et votre richesse.